aux grandes dames de certains qui nous envoient des lettres anonymes en s'inquiétant et en se demandant pourquoi nous sommes toujours vivants au bout de 30 veillées. Ben, tout simplement parce que espérance rime avec persévérance et que l'hiver, nous allons le passer bien sûr le mercredi soir ici à veiller. Voilà, donc cette veillée est un petit peu particulière puisque c'est la première fois que nous accueillons un invité. Pour défendre la différence des sexes. Donc on va commencer par une petite scénette qui donc raconte l'histoire d'un roi et d'une reine. C'est une pièce futuriste. Je l'ai déjà joué plusieurs fois donc, à des veilleurs. Un bien joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Ça va, hein. Épargne-moi tes sarcasmes pour une fois. Ne te mets pas en colère. J'essayais simplement de détendre l'atmosphère. Tout est si morne depuis que tu as ordonné la suppression des congés. La situation de la galaxie est-elle si désastreuse? Tais-toi! Quoi? La liberté d'expression est-elle déjà aussi supprimée? Tais-toi, je te dis! C'est vrai. Excuse-moi. Quel besoin de supprimer la liberté d'expression dans un monde où il est impossible de penser? Les lois ne sont pas nécessaires si on a la possibilité de diriger l'esprit des gens. Je t'en prie, tais-toi! Tu sais que j'ai raison. Tu le sais parfaitement. Tu gouvernes un peuple de zombies. Voilà la vérité. Cette puce électronique que tu leur insères dans le cerveau leur ôte définitivement toute capacité personnelle. Ce ne sont que des pions, voués à un esclavage hypocrite. Quand le roi ordonne, nous obéissons. Tu pourrais leur demander de sauter d'un immeuble de 10 étages, ils le feraient tous. Ah, que ton travail est difficile. Se préoccuper des opinions de chacun est superflu, alors autant les supprimer. Et comment espérais-tu gouverner 5 millions de milliards d'êtres humains? 5 millions de milliards d'opinions divergentes, de querelles stériles. Avant les Enoch, avant la dynastie des Enoch, avant la puce cérébrale, tous avaient leur mot à dire. Les dirigeants étaient choisis par vote. Tu imagines, par vote. 5 millions de milliards de voix. Il y avait des centaines de candidats et aucun ne parvenait à se démarquer. Et le dirigeant choisi l'était davantage grâce à son charisme et à sa chance qu'en vertu de ses compétences. Une fois au pouvoir, il menait des réformes complètement stériles et irréalistes et disproportionnées. L'Empire s'enfonçait à chaque fois un peu plus dans la décadence. Des grèves, des rébellions éclataient de par la galaxie. Un véritable chaos. C'est ça que tu veux? Le chaos? Ce que tu racontes n'a pas de sens. L'époque des dirigeants fous n'est qu'un épisode. Avant, du temps de la Fédération universelle, tout allait bien. Les hommes disaient ce qu'ils pensaient et s'accordaient sur leurs différences, se combattaient loyalement et acceptaient leurs défaites. Mais depuis l'unification de l'Empire, tout se dégrade. Et maintenant, sous prétexte de maintenir la paix, tu détruis l'individualité. Tu me dégoûtes. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis homosexuel. Je suis pas que ça. Je suis d'abord un homme et je suis un homme libre. Hein, mais en effet, on a beaucoup pesé, nous, personnes homosexuelles, sur la loi Taubira, puisqu'elle est passée en notre nom et au nom de l'amour homosexuel. Et on a caricaturé ceux qui s'opposaient à cette loi-là comme des personnes homophobes, comme si les personnes homosexuelles étaient une loi qui passait en leur nom. Alors que nous ne sommes pas une loi, même qui passe en notre nom et pour notre bien, soi-disant. Et beaucoup de personnes, en fait, croient qu'on a demandé cette loi-là, alors que, enfin, tous mes amis homos ne voulaient pas du mariage. Ils se rendent compte que ceux qui nous donnent le mariage ne le vivent pas, le méprisent. Donc déjà, nous on se dit, attendez, vous nous donnez quelque chose que vous ne vivez pas, comment voulez-vous qu'on déjà on le voit d'un bon œil, qu'on le veuille, et puis comment peut-on envisager le mariage comme autre chose qu'un cadeau de mariage pourri?
comme un cadeau qu'on nous refourgue. Donc déjà, première chose. Et puis, on voit aussi que la réalité du mariage ne correspond pas à notre réalité de couple. Puisque le mariage, c'est la reconnaissance de la différence des sexes, orientée vers la vie, donc notamment vers la filiation. Et les couples homosexuels, déjà je dis couple, mais on devrait dire binôme, pair ou duo, les couples homosexuels n'intègrent pas la différence des sexes et sont pas procréatifs. Donc même si c'est pour notre bien, la réalité du mariage, on la vivra pas. Et cette loi-là, donc, qui à mon avis est homophobe, puisque elle nous donne un droit qu'on ne pourra pas user et qui ne changera pas notre réalité et qui ne correspond pas à notre réalité de couple. C'est une loi en plus homophobe parce qu'elle banalise la différence des sexes. Elle ne l'interdit pas, elle la banalise. Et donc, quelque part, elle banalise aussi les personnes homosexuelles qui sont nées et qui existent grâce à la différence des sexes. Donc en remettant en cause la différence des sexes, on remet en cause aussi l'existence des personnes homosexuelles. Donc oui, c'est une loi homophobe, faut pas qu'on hésite à le dire, même si les gens comprennent pas parce que pour eux, nous sommes cette loi-là. Et puis, comme elle est présentée comme un cadeau, forcément, elle veut notre bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et puis, si vous regardez bien, nous, on n'a jamais demandé le mariage. Maintenant, depuis quelques mois, on a demandé le droit au mariage. Donc on a demandé en fait le symbole qu'il représentait. Donc un symbole d'évolution des droits LGBT pour la reconnaissance, donc un symbole politique, et un symbole amoureux, qui en fait établit une équivalence d'amour universel. Mais le mariage en lui-même, on l'a jamais voulu. Vous nous interrogez, même les plus féroces militants homosexuels, ils veulent le mariage pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs dans une situation qui ne demande pas le mariage, puisqu'ils ils ne veulent pas ou ils ne sont pas en couple. Et pour nous, dans notre bouche, c'est le mariage, c'est le summum du carcan de la prison bourgeoise hétérosexuelle à part produire. Donc en fait, on veut vraiment que, du mariage, on ne veut que l'image. Et une certaine image, hein, c'est-à-dire un contrat sentimental et social. Mais c'est pas ça le mariage déjà. C'est pas qu'un contrat de sentiments. C'est la réalité de la différence des sexes. Et si c'est donné, une différence des sexes qui ouvre à la filiation. Donc ce n'est pas un contrat sentimental. C'est un engagement dans la différence des sexes et dans la filiation. Alors, on est mis en difficulté parce que on se retrouve dans notre opposition à la loi Taubira, on se retrouve à défendre un trésor, la différence des sexes, qui est un trésor d'amour. Et donc forcément, si c'est un trésor d'amour, il ne s'impose pas. Parce que l'amour ne s'impose pas. Il s'éprouve, mais il ne se prouve pas par A plus B, et il ne s'impose pas, sinon c'est plus de l'amour. Et donc on se retrouve à défendre un trésor fragile, parce que c'est un trésor d'amour. Donc quand on est amené à dire pourquoi t'es contre, enfin à répondre pourquoi t'es contre, il suffit pas de dire parce que je défends la différence des sexes. Il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et c'est une belle cata. On défend la différence des sexes couronnée par l'amour. Et donc c'est la grande difficulté, c'est notre grande faiblesse et en même temps c'est aussi ce qui fait notre force, c'est que on défend un trésor fragile. Donc ça nous rend nécessairement faibles parce que oui, la différence des sexes en soi n'est pas un gage d'amour. Le fait de procréer, ce n'est pas non plus une garantie d'amour dans une famille. Mais après, ça peut en être le signe de cet amour. Mais c'est pas automatique, parce que l'amour, c'est pas automatique. C'est libre. C'est libre, c'est surprenant, c'est un don, c'est fragile. Alors, merci beaucoup aux veilleurs de Cognac
Je tenais à vous le dire parce que je suis ici sur l'invitation de Hubert. Je le vois pas, Hubert. Voilà, caché. J'ai fait beaucoup de villes où il y a des veilleurs. Je voyage pas mal, mais j'en ai fait peut-être 15 partout en France. Hein. Strasbourg, Toulon, Pau, Lille, Paray-le-Monial, La Baule, Nantes, enfin vraiment énormément de villes. Alors déjà, rien que la conférence d'hier, vous en rendez peut-être pas compte, mais tout récemment, j'ai fait une conférence à Cholet où il y a 60 000 habitants, il y avait 112 personnes, ce qui est énorme pour une ville comme Cholet. Angers, c'est 200 000 habitants, il y avait 150 personnes à ma conférence. Là, hier, il y en avait 70, ce qui est énorme pour une ville comme de la taille de Cognac. 20 000, vous êtes 20 000. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça, il faut que vous en ayez conscience, proportionnellement, il y a une grande mobilisation. Hein. Déjà, ça c'est une première chose. Et autre chose, parce que c'est pas seulement qu'il y a une mobilisation, mais c'est qu'en plus, il y a un vrai dynamisme et beaucoup d'humour et d'intelligence. Enfin, c'est des choses que l'on sent quand moi je reste pas toujours discuter aussi longtemps après une conférence. Et quand il y a chez les veilleurs en plus de l'amitié, de l'humour et de la jugeote, de l'intelligence, ça veut dire que voilà, c'est pas, je ne me trouve pas dans un terrain mou, neutre. Et c'est pas pour des prunes non plus que vous faites autant de veillées plus qu'à Paris. Donc voilà, c'est pas pour vous passer de la pommade, c'est que c'est des comparaisons que je fais. Ça fait du bien de sentir que même dans une ville moyenne, il y a une telle émulation, une telle amitié et un désir une compréhension de la gravité de cette loi-là, qui est une loi grave parce qu'elle banalise la différence des sexes, alors que la différence des sexes, c'est le socle du réel, de notre existence et de l'amour. Donc c'est très grave qu'une loi, comme la loi Taubira, passe. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez compris l'enjeu. Donc ça fait très plaisir. Donc continuez, moi je vous encourage. Peut-être sous d'autres formes, parce que les veilleurs, c'est pas une forme fixe. Ça peut évoluer selon les besoins, selon la météo, parce que là, elle a été clémente apparemment ici à Cognac. Mais par exemple à Dijon, ils ont créé, ils pensent créer des cellules d'action. Hein. Donc pour que les veillées soient vécus autrement par rapport aux besoins qu'ils ressentent à la fois se former, à la fois défendre culturellement un patrimoine. Et puis voilà, cellules d'action. À Chambéry, ils ont des commissions communication, commission action militante, voilà. Donc c'est à vous aussi de voir comment les veilleurs chez vous peuvent à la fois garder leur ligne et puis en même temps s'adapter à l'évolution de notre mouvement. Donc merci d'être là et puis merci d'être constant, d'être présent. Pour terminer là je vous parle pas d'homosexualité parce que enfin voilà, quand je fais des conférences, ça dure 5 heures et c'est très dense. Là, je viens de publier même un livre sur l'homophobie. C'est juste pour vous dire qu'il y a une fascination sociale autour de l'homosexualité. Là d'ailleurs, en début de veillée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Arnaud a commencé à dire homosexualité, il y avait des gens qui passaient, ils se sont juste arrêtés. Il y a une forme d'envoûtement, de fascination autour de ce terme. Il ne faut pas qu'on en ait peur, je pense même qu'il faut qu'on en profite. Parce que je crois que c'est autour des mots homosexualité, hétérosexualité et homophobie que
les débats se sont crispés. À la Baule, par exemple, je me suis rendu compte, il y avait un groupe de gêneurs. Ils étaient une douzaine de jeunes qui s'approchaient du groupe des veilleurs pour le perturber. J'ai pris le micro et quand je sentais qu'ils allaient perturber notre groupe, j'ai commencé à mettre le mot homosexuel et homosexualité 5 fois dans une même phrase. Le groupe de jeunes qui voulaient foutre le bazar, des vrais agneaux. Parce que le mot homosexualité, c'est un peu l'opium, l'opium du peuple, qui empêche les gens de s'exprimer ou de penser, qui fascine, et puis qui est aussi un instrument de chantage, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas de quoi on parle. Et on est tous un peu envoûtés par ce terme-là. Donc, c'est important qu'on sache en parler de l'homosexualité, parce que c'est au nom des personnes homosexuelles, c'est au nom de l'homosexualité, c'est au nom de la discrimination vis-à-vis des personnes homosexuelles que cette loi est passée. Et que là, pendant un an, on ne nous a pas écoutés parce qu'on nous a dit que vous êtes homophobe. Donc c'est important que vous sachiez déjà pourquoi ça fascine autant socialement. Pourquoi les gens sont capables de s'aplatir et de perdre même toute capacité de jugement ou de rébellion face à ce mot-là. Il y a une vraie raison. Et d'ailleurs, les gens, par rapport à cette loi-là, ils ne vont pas chercher midi à 14h. Pour eux, ça se joue juste en termes d'homosexualité, d'hétérosexualité. Donc, on peut leur expliquer plein de choses sur la liberté de conscience, sur la filiation, sur la PMA, GPA. Eux, tant qu'ils n'auront pas compris ce qui se cache derrière l'homosexualité, ou ce que vivent les personnes homosexuelles, ils continueront à se dire cette loi-là, elle est pour les homos, donc s'y opposer, c'est être méchant. Donc je vous invite à creuser cette question de l'homosexualité, à ne pas avoir peur, même si en soi ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question de différence des sexes. Donc en soi, si on part de ce que l'on sait et de ce qui est vrai et de ce qu'on connaît, on se dit l'homosexualité, l'homophobie, ce n'est pas la question, n'en parlons pas. Ce serait logique qu'on le dise, et beaucoup le disent. Sauf que les gens croient que le mariage c'est une question d'orientation sexuelle, puisqu'ils disent le mariage a toujours été hétéro, ce qui est faux. Ça a été entre un homme et une femme qui s'aiment. Et encore, on ne disait pas toujours qu'ils s'aiment à certaines époques. En tout cas, c'est entre un homme et une femme. Donc, si pour les gens, c'est une question d'amour, c'est une question d'orientation sexuelle, partons de ce qu'ils croient pour les aider ensuite à parler des thèmes qui nous avancent, comme des boucliers, comme des jokers, ou même comme des sparadraps pour nous clouer le bec. Parce qu'ils avancent hétérosexualité, homophobie ou homosexualité comme des sparadraps pour nous empêcher de parler. Donc s'ils nous parlent de ça, eh bien parlons, armons-nous pour leur parler pour leur parler leur langage. Et après, on en viendra plus au réel, pour les ramener au réel, donc à la différence des sexes, qui est le socle du réel, à ce qu'est vraiment le mariage aussi. Donc on peut leur parler de la dimension spirituelle du mariage, même si certains se sont valus du fait que le mariage civil n'était pas une union d'amour sur le papier, pour ne pas parler d'amour. Sauf que eux, ils n'ont que le mot amour en bouche. Ben, parlons-leur d'amour, mais d'amour incarné et sexué. Donc c'est un petit effort qu'on doit faire, de ne plus partir de ce que l'on sait, de juste, mais de rejoindre ce en quoi les gens croient, parce que eux ne vont pas venir vers nous. Ils vont pas faire l'effort au départ, parce qu'ils sont dans la révolte, ils sont souvent dans la souffrance. Donc c'est à nous de les rejoindre
dans les thématiques. Donc peut-être un petit peu plus tard dans la veillée, je veux bien répondre à vos questions, les quelques questions sur homosexualité, homophobie. Profitez-en, sachant que là, c'est un peu mission impossible de vous répondre, de répondre à vos questions de manière, comment dire, satisfaisante. Mais je vais essayer quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà, enfin, je ne sais pas si ça arrive à toutes les veillées, mais il y a déjà des gens qui s'interrogent ou qui s'arrêtent. Vous avez parlé de quoi sans indiscrétion ? D'accord, donc ouais, ancien camarade. Bon, donc c'était pas spécialement la thématique de l'homosexualité, peut-être. Il voulait vous joindre. Moi ? Rejoindre, oui, il disait nous rejoindre. Il pouvait vous apporter des soutiens. Ah, génial. Super. Bon, donc là, la veillée, même si au départ les veillées, c'est pas des lieux de débat, mais là, exceptionnellement, comme vous avez un invité et que vous pouvez me poser des questions, bah, du coup, je vous écoute. Donc, ça peut être en lien avec la loi, ça peut être en lien avec une expérience personnelle que vous avez faite par rapport à l'homosexualité. Ça peut être sur l'homosexualité aussi en général, sur l'homophobie, sur la loi Taubira. La suite. Ça ratisse tellement large que bon, voilà. Mais au moins, ça vous donnera peut-être. Enfin, le but, c'est que vous n'ayez plus peur, hein, que vous partiez à la rencontre des personnes homosexuelles, en sachant que c'est pas d'abord des personnes homosexuelles, c'est des personnes. Peut-être venez prendre le micro, poser votre question, comme ça, et puis après vous revenez. Ah, peut-être. Alors, combien représentent les personnes homosexuelles en France ? Aucune idée, parce que on n'est pas une espèce cataloguée, on n'a pas une particularité particulière, et en plus, notre dénominateur commun, c'est notre désir pour les sexuels, pour les personnes de même sexe, sachant que c'est pas profond pareil chez chacune des personnes qui se ressentent homosexuelles. La sexualité, c'est un chemin complexe, donc il y a des personnes qui se ressentent homosexuelles tôt, puis qu'après se sentiront plus homosexuels. Il y en a qui se ressentent homosexuels tôt et puis qui se sentiront durablement homosexuels. Et il y a des personnes qui se sont pas senties homosexuelles tôt et puis qui se déclareront homosexuels plus tard. Donc avec tout ce panel-là, c'est difficile de quantifier quelle est la part. Alors, il y a des statistiques qui disent qu'on serait 10% de la population. On se base sur le rapport Kinsey, qui, dans les années 1950 aux États-Unis, a dit que dans la population nord-américaine, 50% des hommes nord-américains avaient vécu au moins une fois dans leur vie une expérience d'ordre homosexuel. Et donc l'échelle de Kinsey, ça va de 0 à 6. Et donc voilà, on s'est basé sur ça pour dire qu'il y avait 10% de personnes clairement homosexuelles, mais ça repose sur rien du tout. Enfin, en tout cas sur un fantasme. Donc c'est difficile à quantifier. Je voudrais savoir, enfin, te demander conseil. Quand on essaye effectivement de ne pas réduire une personne à son orientation sexuelle, on peut effectivement avoir l'occasion de rencontrer des gens qui sont homosexuels. Moi, c'est mon cas. Je connais depuis quelque temps un couple de femmes. Et justement, c'est délicat quand on ne veut pas être dans cette vision réducteur d'arriver à parler de l'homosexualité. Comment est-ce qu'on peut mettre le sujet sur le tapis, en fait? C'est ça qui est délicat. Bonjour, tu vas bien? Au fait, voilà. Et du coup, la discussion, elle est difficile à mettre en place. Moi, je suis un peu coincée là-dessus. Merci Marion pour la question. De fait, comme on parle d'une tendance sexuelle ou d'un fantasme, déjà on parle de quelque chose qui
s'actualise pas forcément, puis de toute façon, on peut pas réduire la personne à ce fantasme-là, quoi. Donc c'est sûr que là, avec un sujet pareil, on est déjà dans de la caricature. Si on parle des homos, on est déjà dans de la caricature, donc c'est difficile d'amener le sujet, je reconnais bien. Et puis nous, les personnes homosexuelles, on vous aide pas non plus à en parler. Parce que, en gros, dès qu'on commence à pratiquer, donc à y croire en tant qu'identité, ou en tant que couple ou amour, ça tient en 3 phrases. Je suis homo, c'est comme ça, c'est pas un choix. Et je vous présente Kevin. Voilà. Ça tient en 3 phrases. Donc on vous aide pas non plus parce qu'on n'a pas mis des mots dessus et parce que on les présente comme des évidences indiscutables. Donc oui, je reconnais la difficulté. C'est une difficulté de parler de ce sujet-là et de voir, d'oser dire que derrière l'identité homosexuelle, il n'y a qu'un désir qui en plus peut évoluer. Et dans la pratique homosexuelle, il y a une exclusion, il y a une discrimination de la différence des sexes. Donc en fait, on est en train de banaliser socialement quelque chose qui est ultra violent. Parce que exclure la différence des sexes, dont on est tous issus, qui nous permet d'aimer et qui nous ouvre à la vie, c'est pas un détail. C'est nier les personnes, c'est nier l'amour et c'est nier les familles. Donc, c'est difficile de rappeler aux personnes qui banalisent ou qui caricaturent cette exclusion-là en amour merveilleux et en identité fondamentale et géniale. C'est très difficile parce qu'il faut déjà qu'elle accepte d'en parler, de ne pas se caricaturer à ce désir-là, et puis après de reconnaître sa violence. Et comme socialement on nous dit que c'est pas violent et que c'est merveilleux, on passe au départ pour des extraterrestres. Mais après, quand on commence à voir cette exclusion-là et à voir les conséquences dans la vie des personnes, là du coup ça saute aux yeux, cette violence du désir homosexuel qui est une blessure d'identité et souvent une blessure d'amour quand on s'y adonne. Et voilà, donc c'est un thème difficile parce qu'il concerne une blessure qui s'agrandit quand elle se pratique. Allez-y pour d'autres questions. Après, j'ai l'impression que... Oui, vas-y, avance. En fait, je voulais savoir comment tu vis ta homosexualité vis-à-vis Dieu. En fait, comment vis-à-vis Dieu, en fait, puisque tu me dis que tu crois en Dieu. Donc, voilà, je voulais savoir ta vision des choses. Alors, bon, c'est délicat de parler de ça aux veilleurs, parce que les veilleurs, c'est un mouvement spirituel mais pas religieux, politique mais pas partisan. Donc on est dans une case un petit peu à la fois mobile et géniale, parce que on peut pas être encarté ni dans un parti ni dans une église, et en même temps aussi du coup un peu fragile, parce que on peut pas aborder certains thèmes comme la foi. Mais bon, puisque tu me poses la question, je vais quand même répondre avec des métaphores. Arnaud me dit avec des métaphores. Donc la petite graine, non, c'est pas ça. Je suis catholique, pratiquant, et j'ai jamais été rejeté
par l'église à laquelle j'appartiens parce que j'étais homo. Et on m'a même pas dit, bon, on t'accueille, mais à partir du moment où t'es plus homo ou à partir du moment où on va te changer, où on va te guérir. On m'a jamais dit ça. Ce qui est très très beau, et c'est pour ça que j'aime l'église catholique, c'est qu'elle nous accueille tels que nous sommes, avec nos blessures. Et pas en nous disant on t'accueille à partir du moment où t'es ci ou t'es ça. On arrive et puis elle nous dit on fait voilà, t'as ce désir là ou t'es comme ci, t'es comme ça, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ça c'est quand même formidable d'être accueilli pleinement. Et puis voilà, donc l'église elle m'appelle à donner mon homosexualité, pas à l'étouffer, mais à pas la vivre nécessairement en couple, comme nous le dit la société, parce que notre société nous dit t'es homo, donc forcément ton seul chemin de bonheur c'est le couple avec un C majuscule. Cette obsession pour le couple, comme si on ne vivait qu'à travers son partenaire sexuel et qu'on n'avait pas de vie sociale, qu'on est une merde si on est célibataire, on ne peut rien faire tout seul. Vraiment, on est dans une société ultra érotisée qui ne voit plus les personnes dans leur unicité, dans leur singularité, mais qu'à travers le couple. Donc l'Église, elle ne veut pas réduire le bonheur humain au couple, et puis elle ne veut pas non plus indiquer aux personnes homosexuelles un chemin qui refuse la différence des sexes. Parce que pour elle, la différence des sexes, c'est le roc de l'amour. Même pour les prêtres et les célibataires consacrés, et les religieuses. S'ils n'ont pas accueilli la différence des sexes, il y a un problème. Parce qu'ils n'accueillent pas, du coup, l'amour de Dieu pour son Église. Donc, pour être un bon prêtre, il faut avoir accueilli la différence des sexes. Et voilà, donc l'Église ne peut pas proposer aux personnes homosexuelles, qui se ressentent durablement homosexuelles et qui peuvent visiblement difficilement se marier ou difficilement être prêtres, elle ne veut pas leur proposer un chemin qui exclut la différence des sexes. Donc elle propose la continence, donc en fait l'abstinence, mais pas l'abstinence sèche. Parce que l'abstinence en soi, c'est pas bon. Hein. On peut s'abstenir pour des raisons très futiles. On peut s'abstenir pour garder la ligne, pour des raisons très, très narcissiques, ou parce on souffre d'anorexie. Donc s'abstenir en soi, c'est pas positif. Ça dépend pourquoi, pour qui on le fait, et à qui on donne son abstinence. Moi, je vis une forme d'abstinence qui, à mon avis, est très belle, c'est la continence. Donc je donne mon abstinence à Jésus et je donne mon désir homosexuel à Jésus et aux autres. Et ça porte plein de fruits géniaux qui me dépassent complètement. Voilà, donc c'est du bonheur en barre parce que je suis pleinement moi-même. Je peux parler aussi de mon désir homosexuel qui est là, donc je cache rien, et en même temps je le vis de telle manière que je porte pas le poids de la culpabilité de la pratique, et puis j'en fais quelque chose de beau parce que je la vis dans l'amitié, je la vis dans la fraternité, cette homosexualité, et ça c'est le top. J'ai tous les bénéfices de l'homosexualité sans les inconvénients. Je dis ça, je suis prof de métier, je suis prof d'espagnol. L'homosexualité ne m'a attiré que de la bienveillance, que de la convivialité, que de l'humour en société. Vraiment, les gens nous aiment beaucoup, nous personnes homosexuelles, particulièrement. Ce qui les gêne, et à raison, c'est la pratique homosexuelle, parce qu'ils sentent que là, il y a une exclusion violente de nous-mêmes, de la différence des sexes, et là, du coup, ils rigolent plus. Mais en revanche, les personnes homosexuelles, non seulement on est des crèmes de garçons et des crèmes de filles, mais en plus on a cette fêlure qui peut nous rendre aussi très sensibles, sans faire de l'homophobie positive,
sans dire voilà, on a une sensibilité hors du commun qui nous rend artistes, etc. Genre on serait une espèce à part, voire des extraterrestres. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que notre blessure, au niveau de notre identité et de notre orientation sexuelle et au niveau de l'amour, ça peut nous rendre très proches des gens. Parce que voilà, les personnes blessées, ben, elles ont un cœur qui du coup est ouvert, une plaie, il y a une fissure qui laisse du coup de la place. Hein, donc on est très aimé des gens. Je le remarque. Donc voilà, donc l'Église, elle me permet de donner tout, de me déployer dans tout ce que je suis, même mes blessures. Vous nous avez parlé beaucoup de l'homosexualité masculine et je comprends, puisque c'est le sujet que vous connaissez peut-être le mieux, mais je me demandais si en fait vous disiez que vous sentiez qu'il y avait une blessure qui vous rendait proche des gens. Moi j'ai senti ça, c'est des homosexuels hommes, mais beaucoup moins chez les homosexuels femmes, pour vous parler clairement. J'ai senti même beaucoup d'agressivité envers les hommes. Comment vous transformeriez ça en amour, vous ? Alors, je n'ai pas parlé spécifiquement de l'homosexualité masculine. Hein. Il ne m'écoute pas du tout. J'ai un compagnon qui est un million. J'ai pas parlé spécifiquement. Ce que je dis sur l'homosexualité, ça se rapporte aussi aux femmes. Et d'ailleurs, maintenant... en fait, oui, parce que je parle d'un désir en plus, qui est un désir d'asexuation, donc qui peut être porté par les hommes ou par les femmes. Après, de fait, le désir homosexuel, il se vit différemment selon qu'on est homme ou qu'on est femme, mais n'empêche que c'est quand même un désir d'asexuation qui peut être vécu et ressenti par les hommes ou par les femmes. Alors, certes, c'est vrai, les personnes homosexuelles rejettent la différence des sexes, de par leur désir, soit parce qu'elles en ont eu peur, soit parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. Donc, elles ont vu la différence des sexes, elles ont vu des mauvais modèles de différence des sexes, donc elles se sont dit, bon bah si c'est ça, moi je préfère être avec des gens du même sexe, c'est plus simple. Voilà. Donc il y a un rejet, mais il ne faut pas croire que nous, les personnes homosexuelles mâles, on soit plus tendres avec les femmes. On fait semblant, on donne l'illusion qu'on est les meilleurs amis des femmes. Alors, donc si ça vous intéresse, vous irez sur mon blog qui s'appelle L'araignée du désert. Il y a un code qui s'appelle Destruction des femmes, qui parle de la misogynie. Il faut comprendre que le désir homosexuel rejette ou s'éloigne de la différence des sexes. Donc fatalement, et des hommes sexués et des femmes sexuées. Donc qu'on soit homme ou femme homosexuel, on va avoir un rapport très particulier avec les hommes et les femmes, qui parfois va passer par une hostilité directe, mais parfois par une fusion, un copinage, voire une adoration, mais qui n'est pas pour autant de l'amour. Parce qu'on adore, on met sur un piédestal, ou on détruit, mais en tout cas on n'aime pas. On n'aime pas la personne telle qu'elle est. Et on a un rapport, nous personnes homosexuelles, qu'on soit homme ou femme, on a un rapport aux hommes ou aux femmes qui est d'adoration, destruction. Un rapport idolâtre. Donc on les met sur un piédestal, on les imite, et on les détruit pour prouver qu'ils sont immortels, ou qu'on peut prendre leur place. Mais en tout cas, on ne les regarde pas tels qu'ils sont. Donc, on a une fascination, notre rapport aux hommes. Alors déjà, on a eu un problème avec les amis, et les pères, et notre père, mais les pères en général. Ce qui fait qu'on s'en est éloigné à une certaine époque pour mieux chercher à fusionner avec eux, voire les passer au lit avec eux à l'âge adulte. C'est comme l'élastique. Plus tu t'éloignes, plus après tu les rejoins. Et donc, vis-à-vis des hommes, à la fois on les déteste ou on en a eu peur, on s'en éloigne,
et on les détruit, et en même temps on les idolâtre. Mais en fait on idolâtre l'hyper-virilité. Vous voyez les couvertures de Tétu, le journal homo le plus lu en France par les personnes homosexuelles et les gay-friendly. Voilà. Donc on a un rapport idolâtre vis-à-vis des hommes, et vis-à-vis des femmes c'est pareil. On cache bien notre jeu, on va dire, parce que on passe pour ceux qui ont joué sur la cour d'école avec les filles, qui les ont comprises, qui même faisons des films à leur gloire. Mais regardez comment on traite. Tout à fait. Non, mais en fait, on a un problème parce qu'on a confondu l'homme et la femme réelle avec leur caricature cinématographique. On a confondu. Et du coup, quand on compare la femme réelle avec la femme cinématographique, qui est toute puissante, qui est maternelle, qui fait la nique aux hommes, on se dit la femme, c'est que ça. Dès qu'elle devient fragile et accessible, elle nous fait peur. Nous, on aime la Vierge maternelle ou la femme toute puissante, le danger sexuel, la femme tigresse, la femme qui pratique les arts martiaux, qui manipule les hommes, la menthe religieuse. Moi, quand j'étais petit, je dessinais et des femmes et des filles, des princesses blondes, vierges, toutes innocentes, avec un point à la place de la bouche. Oh! C'était en grande section maternelle, soit des reines de Walt Disney, des Cruella, avec des talons aiguilles. Je dessinais des talons aiguilles à 6 ans. Donc ces femmes un peu dominatrices. Et regardez tous les réalisateurs homosexuels, que ce soit Fassbinder en Allemagne, Almodovar en Espagne, François Ozon en France, Georges Cukor aux États-Unis. Georges Cukor, par exemple, il a fait un film, une distribution 100% féminine, 300 actrices, pas un seul comédien homme. Donc on les met sur un piédestal, on laisse croire on en a compris l'essence, mais regardez comment nous les traitons et quelle image de la femme on donne. En général, c'est des pestes, c'est des femmes qui tuent les hommes, tous les protagonistes masculins, c'est des prostituées. C'est des mères abusives. C'est tous les clichés de la féminité cinématographique. La vengeance, la stratégie, la séduction, le blabla. Donc vous voyez, ou des femmes soumises, victimes. Mais voilà, la femme réelle, on en a fait une équation esthétique et émotionnelle. Mais on l'a vidée de mystère, on en a fait un objet. Je vais vous donner un tout petit exemple pour fermer la case misogynie et misandrie, parce que la misandrie, c'est la haine des hommes. J'étais allé à la rétrospective Fassbinder à Pompidou dans les premières années, parce que je trouvais que la femme violée revenait énormément dans les fictions, que ce soit théâtre, pièces, romans, qui parlaient d'homosexualité. Pourquoi on représente toujours la femme qui se casse la gueule, qui se fait violer? Pourquoi? Donc il y a une raison à ça. Il n'y a pas qu'un fantasme esthétique comme ça, irrationnel. Il y a une raison à ça. C'est que souvent on a vécu des violences. Je ferme la parenthèse, mais j'ai 80 amis homosexuels qui ont été violés. Soit avant le coming out, soit après. Mais en tout cas, donc cette femme violée, cette Mylène Farmer, cette Dalida, cette Barbara, cette Edith Piaf, cette Marilyn Monroe, toutes les icônes d'ailleurs gays sont des femmes qui représentent la tragédienne et la femme violée. Et bien cette femme violée revient très souvent, et c'est en général nous qui aussi en rajoutant une couche sur elle. Et bien Fassbinder, donc j'étais allé à la rétrospective Fassbinder, c'était à Pompidou, c'était au sous-sol, il y avait un reportage qui montrait toutes les scènes de films de Fassbinder où la femme est maltraitée. Donc elle se fait rouler dessus, elle se prend un poing dans la gueule, elle se prend une gifle, elle se fait tenir en laisse. Fassbinder, je rappelle, donc c'est celui qui a immortalisé toutes les grandes actrices en Allemagne et tous les grands personnages, quoi. Lily Marlene, Veronica Voss, Petra von Kant. Il est connu pour être l'amoureux des femmes, le réalisateur qui a compris la femme. Il y a une distribution majoritairement féminine. Quand on voit comment cette
ce soi-disant ami des femmes la maltraite à l'écran, et pas seulement à l'écran, parce que j'ai discuté avec des gens qui ont travaillé avec lui dans son équipe, qui m'ont confirmé qu'il maltraitait aussi les comédiennes et les actrices. Je me dis attention à ne pas, on va dire, caricaturer les personnes homosexuelles et à oublier que le rejet de la différence des sexes de par leur désir a des conséquences concrètes sur l'homme et sur la femme réelle. Donc cette violence que tu as sentie est une défense en général, parce que les filles, surtout les filles lesbiennes, elles voient les mâles comme le mal, mais aussi quelque part aussi comme une possible tentation. Donc voilà, cette violence est une défense, et puis se dit souvent une grande souffrance, quoi, parce qu'on a eu peur de la différence des sexes, et souvent il y a des faits très violents qui expliquent cette peur-là. C'est une loi qui a vraiment divisé. Hein. On le voit. Cette semaine, il y a un père dont la fille est lesbienne, qui m'a dit qu'elle avait coupé tout contact. Donc même des relations dans les familles. Le fait, il y en a déjà beaucoup ici, certainement, qui n'ont pas pu dire tout le jour qu'ils allaient manifester. Parce qu'il y a eu ils sentaient en effet un espèce de chantage qui allait remettre en cause des relations, même longues, même profondes, avec des gens proches. Donc oui, c'est difficile. Je sais pas. Enfin, il faut déjà remettre les choses à leur place. C'est pas vous qui avez coupé le lien. Donc évidemment, vous êtes responsable, vous faites partie de la relation, mais bon, ben voilà, si la personne a coupé les ponts, votre porte est toujours ouverte, hein, logiquement, c'est pas vous qui avez coupé le lien, donc ne culpabilisez pas trop, et ne vous contredisez pas, non plus. Je crois qu'il faut garder... faut garder en tête que c'est vrai, c'est la personne qui est la plus importante, donc redire ça, tu n'es pas une loi. Même qu'on fait passer en ton nom, tu n'es pas une loi. Après, si la personne, elle se réduit à cette loi-là, c'est que quelque part, elle se caricature elle-même, et finalement, elle se fait violence à elle-même. Bon, rappelez que le plus important, c'est ça. Et en même temps, dites, ben voilà, cette loi-là, je peux pas être d'accord avec, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi, je cesse de t'aimer et que je ne tiens pas à notre relation, au contraire. Donc voilà, continue de dire que tu tiens à ta relation, et en même temps, si tu peux, de dire pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette loi. Voilà. Mais bon, je sais que c'est difficile, parce que là, il y a une espèce de chantage, et puis un climat passionnel disproportionné autour de ça, parce qu'on sent que derrière, il y a des grandes souffrances. Quelqu'un qui coupe les ponts juste pour ce motif-là, c'est qu'il y a d'autres raisons plus profondes. Il y a d'autres raisons. Il est, à mon avis, pas bien dans ce qu'il vit, en amour, certainement. Donc, gardez toujours la porte ouverte, et le vrai accueil, c'est la charité plus la vérité. C'est pas juste la charité, parce que la charité sans vérité, finalement, c'est un espèce d'accueil. Écoute, chacun pense ce qu'il veut. Je te donne pas mon avis, et puis surtout, je n'exige rien de toi, et on n'est plus dans la vérité. On est dans la peur, ou on est dans l'indifférence à ce que vit la personne. Donc, il faut vraiment que la charité, la personne et la relation, elle doit passer en premier, mais dans cette vérité, quoi, parce que la personne souffre. La personne souffre. Alors voilà, reconnaître qu'elle souffre, il faut pas lui dire oui, je sais que tu souffres, ou sombrer dans un espèce de dolorisme ou de misérabilisme qui est insupportable, hein, de dire voilà, avec humour, avec sourire, dire voilà, pour moi tu comptes et tout, et puis on va pas laisser une loi détruire notre relation, ça va quoi. Remettons les choses à leur place. Et là, je pense qu'en disant on ne va pas laisser une loi détruire notre relation, la personne peut remettre les priorités là où elles sont. Ce qui compte, c'est la relation et les personnes.
sujet. Bon. Est-ce qu'on se donne une heure de fin? Bah, généralement, on dépasse pas une heure, et là, je crois qu'en fait, on a explosé le... Ouais, d'accord. Mais je pense que ça va pour tout le monde, mais bon... Je préfère demander, du coup, est-ce qu'on traite juste une dernière question? Il y en avait Ouais, une là. ça peut-être, Ça vous va? il y a des gens Et puis après, on qui termine par un chant. ont dit qu'ils embauchaient Comment tout se le gère monde matin. l'homosexualité au sein de la famille au sens plus large du terme, et pour ne pas, que faire pour ne pas créer, enfin, ou éviter l'éloignement et les distensions autant que faire se peut. Merci pour cette question, ça me donne l'occasion de dire quelque chose que j'avais pas dit. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer parce qu'on ne peut pas décider à la place des personnes, surtout quand ces personnes-là se sont mis en tête qu'elles étaient heureuses dans ce chemin-là ou dans cet acte-là. En revanche, ce qu'on peut toujours faire, même dans une situation qui s'impose à nous, c'est la manière dont on a de la vivre. Quand on peut rien changer, quand on peut pas décider à la place de nos enfants, par exemple. Au moins déjà se former sur l'homosexualité, mieux comprendre, pour après se dire que si on est gêné, c'est pas pour des prunes. C'est qu'il y a des choses. Donc mettre des mots sur sa gêne, savoir l'expliquer, c'est déjà la mettre à distance et ne pas se retrouver dans des situations de culpabilité, justement, de culpabilisation, savoir quelle est notre part de responsabilité, savoir expliquer qu'est-ce que c'est l'homosexualité, d'où ça peut venir, s'il y a des causes. Et donc, au moins, déjà ce travail-là permettra, au moins pour nous, si on ne peut pas changer les choses, au moins de vivre sereinement les choses. Et peut-être aussi de mieux après accueillir les personnes homosexuelles, qui certaines, parce qu'il y a une affaire d'orgueil derrière, c'est une blessure d'orgueil, donc qui peut être très violente et faire l'objet de chantage. Eh bien, nous, face à un chantage au sentiment, c'est important au moins pour y faire face, de s'armer et d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui nous gêne? Est-ce que c'est injustifié? Est-ce que c'est parce qu'on est vieux jeu, réac ou d'une autre génération? Ou est-ce qu'on a des raisons objectives d'être gêné par l'homosexualité? Et en général, quand on découvre qu'on a des raisons objectives, ça nous aide à mettre le sujet à distance, à du coup dramatiser pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Et peut-être d'assurer un meilleur accueil. Et là, enfin, je rencontre des cas, mais tous les cas de figures possibles inimaginaux. Là, j'étais à Paray-le-Monial, des familles bien catho, et j'apprends par une jeune fille qui vient me voir que son père est parti avec un homme en laissant femme et enfant. Voilà, famille top Paray-le-Monial. Et plein de cas comme ça, donc ou des parents qui à Paray-le-Monial dont leur fille est homo et qui leur a dit que voilà, elle est en couple, elle les a invités au Pax et maintenant elle parle de mariage et elle parle d'enfants. Donc des situations qui s'annoncent compliquées et de plus en plus compliquées, où il va falloir qu'ils se positionnent de plus en plus. C'est le bazar. Et en plus maintenant il y a un enfant à la clé. Donc je vous explique pas les questionnements en tant que chrétien et même en tant qu'homme ou femme, en tant que parent. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est mis en marche, un peu un train qui roule à l'aveugle, et ils savent pas comment arrêter la machine parce que c'est pas eux aux commandes. Et donc je suis resté très longtemps parler avec eux. Ils donnent toujours leur avis.
ils renoncent pas à la vérité. C'est ça qui les rend très très libres et ils se forment sur l'homosexualité. Et je pense que ça les aide, toute leur lecture, les rencontres, le fait de me parler aussi, ça les aide à se rendre compte qu'ils sont pas fous. Parce que même leur famille, les frères et sœurs, donc les oncles et tantes, leur disent qu'ils se prennent la tête pour rien, que c'est leur foi qui leur fait, qui crée une gêne injustifiée. Donc eux, pour garder le cap, ce qui les aide, c'est au moins déjà de se former eux, pour vivre le mieux possible ce qu'ils sont obligés de subir. Et puis, en même temps, en voyant les limites de leur action, ils voient aussi qu'ils peuvent agir dans un certain cadre. Donc voilà, voir les limites, c'est aussi quelque part entrevoir la possibilité d'agir, au moins dans le petit cadre qui nous est imparti. Donc on a toujours des choses à faire. Si c'est pas dans la situation même, parce qu'on peut pas être acteur, c'est au moins dans la manière de la vivre et de la subir. Et en fait, on ne la subit pas, on ne subit jamais. Voilà, je crois qu'on va clore cette 30e veillée sous le signe de l'amitié. Merci Philippe. Alors je sais pas si tu as... Il te reste des bouquins ou pas? Voilà. Alors Philippe nous a fait la gentillesse de nous amener ses dernières parutions hier soir, donc l'homosexualité en vérité et l'homophobie en vérité. Là je fais mon petit Bernard Pivot là. Avec une petite critique quand même que j'ai relevée de Patrick de Plunkett, hein, qui est un journaliste catholique qui parle de l'homosexualité en vérité comme d'un livre dérangeant et courageux, entre guillemets, et d'une bravoure et d'une originalité qui le rendent indispensable. Voilà. Merci Philippe pour ton témoignage. Je voudrais aussi vous remercier au nom de toutes les personnes homosexuelles. Ça paraît un détail, mais vous dites tout haut ce que nous pensons tout bas. Et parce que tous ceux qui défendent le mariage pour tous, en apparence ils nous défendent, mais ils ne savent pas ce que nous vivons. Et même ils s'en foutent. C'est fou, hein. Mais là, tous ceux qui sont, ouais, mais vous pouvez pas être contre les homos, mais est-ce que vous savez ce que nous vivons? Est-ce que vous vous intéressez à ce que nous vivons? Vous en foutez, en fait. Juste, c'est parce que ça vous donne une image de gens tolérants et ouverts et solidaires. Donc, ne croyez pas que vous êtes homophobe. Au contraire, vous dites tout haut, vous défendez tout haut, nous, ce que nous vivons. Donc merci au nom de toutes les personnes homosexuelles, même si on est très peu à vous dire merci. Mais moi je vous le dis, et parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils sont homos, parce qu'ils sont dans des situations qui le permettent pas, mais en revanche qui sont très reconnaissants. Déjà il y avait plein de gens qui défilaient, il y a plein de personnes homosexuelles aux veilleurs, faut pas croire, même s'ils le disent pas. Il y a même des chefs des veilleurs que je connais dans pas mal de villes qui sont homos, qui le disent pas. Donc ne croyez pas que vous défendez une patrie fantôme ou même une minorité qui s'appelle Philippe Arigno. Non, on est massivement contre le mariage et vous dites tout haut un malaise, une loi qui ne nous respecte pas, nous, personnes homosexuelles. Donc merci. Adversaires nous musellent nos drapeaux, nous désarment.